The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs. Je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Milouche. Salut Milouche. Bonjour. Milouche, tu es autrice de jeux de rôle, principalement. Tu appartiens en fait, alors je sais pas si on peut dire collectif ou regroupement, en tout cas tu as fondé avec Marc les Veillées Oniriques. Et c'est sous ce nom qu'on retrouve vos créations sur la plateforme Itch.io. C'est bien ça ? Tout à fait, ouais, c'est un label de création qu'on a en commun. Et donc, tu crées des jeux de rôle, mais aussi des scénarios de GN, et aussi donc tes propres jeux de rôle, mais aussi des scénarios pour des jeux de rôle plus classiques, enfin en tout cas comme l'appel de Cthulhu. C'est ce que j'ai pu voir sur la page. Là, on va notamment parler de tes créations qui est proposée. Alors, au moment où l'épisode sera diffusé, on sera en plein dedans, en financement participatif sur Kickstarter dans le cadre de la Zine Quest. Donc ce jeu, c'est la Grive Noire, proposé comme je le disais dans le cadre de la Zine Quest. Donc la Zine Quest, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est un petit peu ? Ouais, bien sûr. En fait, la Zine Quest, c'est une initiative proposée par Kickstarter, mais qui maintenant regroupe aussi d'autres plateformes dans le cadre d'un élément un petit peu plus large qui s'appelle le Zine Month, pendant lequel des créateurs, des créatrices plutôt anglophones vont proposer des jeux sous des formats zine, c'est-à-dire pas des couvertures cartonnées et pas des livres qui pèsent 3 kilos, quoi. Donc il y a pas mal de choses assez originales et ça dure tout le mois de février. Ok, donc effectivement, tu l'as dit, il y a beaucoup de jeux qui sont proposés en VO, mais lui, la Grive Noire, il sera proposé aussi en version française. C'est un jeu qui est illustré par Nigel. On en reviendra un petit peu plus sur le jeu, mais avant de démarrer sur tes créations, ton travail d'autrice et ta vision du jeu de rôle, des systèmes et de la narration, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce qu'on appelle le profil de joueuse, c'est-à-dire vers quel âge tu as découvert le jeu de rôle, par quel jeu et as-tu découvert ce loisir et comment tu en es arrivé à avoir envie de créer ensuite tes propres jeux. Donc moi j'ai commencé à faire du jeu de rôle assez tardivement dans les schémas classiques rôlistes, c'est-à-dire j'ai commencé vers 20 ans à jouer dans mes études supérieures. Et j'ai fait beaucoup de jeux assez traditionnels, donc ça va être l'appel de Cthulhu, ce genre de choses, Paranoia un petit peu aussi, un petit peu de Warhammer également. Donc j'ai joué à ça pendant 2-3 ans. Ensuite j'ai commencé à faire aussi pas mal de GN dans le cadre d'une association sur Paris, et ça me plaisait beaucoup parce que je trouvais qu'il y avait un peu plus de liberté et que les thèmes abordés étaient un peu plus profonds. On pouvait aller vachement loin dans ce qu'on faisait dans le cadre du GN, et donc je me suis renseigné de plus en plus sur la diversité qu'on pouvait rencontrer dans le jeu de rôle, et c'est là que j'ai commencé à découvrir les jeux de rôle indépendants, donc par l'intermédiaire d'une émission qui s'appelle Radio Rôliste, qui présentait notamment le travail de Thomas Munier. Et donc là, c'est là où je suis un peu tombé dans le bain de tout ce qui est jeu de rôle alternatif, indépendant, donc avec des propositions qui me parlaient vachement. Et donc j'ai commencé à beaucoup jouer à ces jeux-là, et par la suite à réfléchir à en écrire. Et aujourd'hui, tu joues quand même encore à des jeux comme l'appel de Cthulhu, tout ça, ou ta pratique, elle est quand même plus centrée sur les jeux de rôle indépendants ? Alors je crois que ça fait assez longtemps que j'ai pas joué à un jeu de rôle classique. Je crois que le dernier, ça doit être peut-être une partie de Warhammer, mais c'était il y a peut-être au moins 1 an. Et oui, je fais quasiment plus que du jeu de rôle alternatif et indépendant. Après, j'ai un peu toujours une curiosité sur certains jeux plus traditionnels, parce que ça m'intéresse quand même de voir ce qui a pu être fait, mais c'est moins ce qui me plaît. D'accord. Et ce qui te plaît moins, c'est parce que c'est des systèmes... Alors, je sais pas si on peut dire ça, mais souvent c'est des systèmes un peu plus rigides dans le jeu de rôle traditionnel. Et aussi, ce sont des univers qui sont peut-être souvent, en tout cas pour les plus connus, plus éloignés de nous. Est-ce que qu'est-ce qui finalement te fait que tu t'es détaché de ces jeux ? En fait, je le ferais plus dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est plutôt les jeux de rôle indépendants, je les trouve trop cool, et du coup j'ai envie d'y jouer, et donc j'ai moins de temps pour jouer à des jeux de rôle plus traditionnels. Et pourquoi est-ce que je trouve ces jeux de rôle alternatifs et indépendants hyper intéressants ? C'est qu'en fait, effectivement, on va avoir des propositions d'univers qui vont être différentes, qui vont être abordées par des angles aussi qui ne sont pas les mêmes. Il y a plein de jeux où on va pas avoir de combat, par exemple, on va essayer de réfléchir à comment résoudre les problèmes d'une autre façon.
Et puis souvent, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est des jeux où vraiment on a un système de règles qui fait corps avec le jeu, donc qui est plutôt resserré dans sa proposition, mais qui est vraiment fonctionnel avec le jeu auquel on est en train de jouer. Il y a une adéquation entre les deux, quoi. Et moi je fais aussi beaucoup de jeux de société, et je trouve il y a un peu quelque chose dans le jeu de rôle indépendant qu'on retrouve aussi dans le jeu de société, c'est-à-dire on n'est pas là pour en mettre partout, pour faire des floritures dans tous les sens. On sait ce qu'on veut faire jouer et on le fait jouer avec les règles qui vont bien. Ouais, c'est-à-dire la recherche d'une adéquation entre la mécanique et le thème que tu veux aborder, ce que tu veux transmettre, essayer de trouver la mécanique qui va bien avec. Exactement. Ton envie d'écrire, elle est venue avec la découverte des jeux de rôle indépendants ou elle était déjà, c'était déjà le cas avant? Bah, en fait, du coup, quand j'ai découvert les jeux de rôle indépendants, j'écrivais déjà pas mal de scénarios pour des jeux de rôle plus classiques. Et finalement, en découvrant ces jeux-là, je me suis dit, ah oui, mais moi, j'ai des choses que j'ai envie de dire, des thèmes que j'ai envie d'aborder. Est-ce que finalement, je pourrais pas écrire aussi des jeux et réfléchir à tout ça, quoi. Donc c'est ça qui a vraiment lancé un peu le truc. Et qui m'a amené du coup à commencer à écrire des jeux, des GN. Mais j'avais déjà un petit peu une pratique d'écriture. Plutôt le scénario, des scénarios au début que tu que tu faisais jouer pour toi et pour ton groupe de joueuses, et ensuite avec la possibilité d'écrire carrément ton jeu avec ton système dans des formats qui sont peut-être aussi plus faciles à partager, puisque l'avantage aussi aujourd'hui, c'est qu'avec les plateformes de Comijo, etc., c'est assez simple de partager ce qu'on veut. Sans qu'on soit forcément effectivement dans des ouvrages avec des couvertures incroyables, tout ce qu'il y a aussi qui est un peu parfois dans l'excès de l'édition, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, moi je suis vraiment arrivé avec un peu la vague des auteurs-autrices de Itch.io où tu peux quand même travailler sur du PDF sans forcément réfléchir à la fin à l'impression, qui est quand même souvent un peu un mur auquel on se heurte. Néanmoins, là maintenant les choses évoluent, parce que du coup depuis 1 ou 2 ans maintenant, je commence à imprimer mes jeux, et donc à être dans une démarche où vraiment à la fin il y a un objet physique, quoi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus. Enfin, Itch.io a rendu vachement plus facile la diffusion de jeux de rôle de manière générale, et donc je pense que ça a aidé beaucoup de gens à se lancer en se disant bon, j'ai pas ce frein de l'impression, et je peux quand même diffuser mon travail. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu veux éditer, même, si tu dans un circuit classique, t'es obligé d'avancer des fonds, alors que tu ne sais pas du tout combien tu vas vendre tes livres, en fait, et c'est vrai que ça c'est un risque financier qui peut être important. Et déjà avec le système de Itch.io, c'est assez, c'est beaucoup ça, tu n'as pas ce risque. Et en plus maintenant, je pense que là il y a des plateformes où tu peux faire des impressions à la demande, en fait, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il y a Lulu qui est beaucoup utilisé dans le monde rôliste, donc qui est un système d'impression à la demande. J'ai utilisé ça aussi à un temps. Là, j'en reviens un peu parce que maintenant je travaille pas mal avec un imprimeur français sur Bordeaux. Et bon, on peut avoir des choses qui sont plus travaillées que ce qu'on obtient sur Lulu, je trouve. Mais oui, ça reste un gros moyen de diffusion, et qui a été énormément utilisé dans le cadre du jeu de rôle indépendant. Je regarde un peu les jeux que j'ai autour de moi qui viennent de ce milieu-là. Il y en a quand même pas mal qui ont été imprimés effectivement sur Lulu. Ouais, tout à fait. Donc quand tu commences avec ton premier jeu de rôle que tu as créé de toutes pièces, en fait, c'est-à-dire le système, le contexte, c'est lequel? Alors en fait, le tout premier que j'ai fait, donc c'est l'Altération, qui est un jeu que j'ai écrit dans le cadre d'un concours qui s'appelle Un petit jeu de rôle. L'idée donc c'était d'écrire un jeu en moins de 500 mots. Donc je suis parti sur un jeu à 2 où on va avoir un être qui disparaît et un autre qui se crée en utilisant les éléments que celui qui disparaît laisse derrière lui. Donc je voulais un truc un peu poétique et tout ça. Et donc ça, tu vois, j'essaye de retrouver les dates. Je suis pas très forte en dates. Je crois qu'il a été sorti, je dirais en 2021, quelque chose comme ça. Donc c'était le tout premier projet que je sortais vraiment en jeu de rôle avec complet, quoi. Et là tu avais déjà créé ton label avec l'éveillé onirique, ou bien c'est au fur et à mesure, c'est après avoir créé plusieurs œuvres que tu as eu l'idée de faire ce label? Ou il y a toujours eu l'idée d'avoir un label? Le label existait déjà parce que donc avec Marc, on avait pas mal de choses dans les cartons qu'on voulait
qu'on voulait diffuser, et donc effectivement au moment où on s'est retrouvé à être sur à monter une page Itch, on s'est dit on pourrait monter un label et la faire ensemble. Donc il y avait déjà des choses qui avaient été mises en œuvre sur le label. Il y avait du scénario, il y avait du GN qu'on avait déjà posté. Mais effectivement, c'était la première fois, je crois, qu'on mettait un jeu de rôle en ligne. Un jeu original, ouais. Ouais. Oui, parce que dans les scénarios, j'ai vu qu'il y avait des scénarios un peu pour l'appel de Cthulhu, en tout cas, qui pouvaient s'intégrer dans ce cadre-là. Et puis il y avait un GN. J'ai trouvé ça assez marrant. Je sais pas si c'était avant ou pas. C'était sur un festival de rock, si j'ai bien compris. Ouais. J'ai trouvé ça assez marrant comme thème. C'est le tout premier. En fait, c'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est vraiment le tout premier truc qu'on a mis sur Itch.io, et c'est ça qui a amené à la création du label. C'est-à-dire, on avait ce GN qu'on voulait diffuser parce qu'on le trouvait bien, et du coup, on s'est dit mais mince, comment on peut faire, etc. Et du coup, on s'est dit on a qu'à créer une page Itch et monter le label voilà autour de ça. Et puis après, ça a pris des proportions un petit peu différentes, mais c'est vrai qu'au début, c'était pour pouvoir diffuser ce GN. Donc ce GN, hein, il s'appelle Les Rockers ont du cœur, et c'est une murder party en fait pour 23 joueuses. Je vois avec qui il faut plusieurs MJ. Toi, tu as beaucoup fait jouer ce GN ou pas ou... Alors celui-là, on l'a fait jouer quelques fois. Il est assez grand en termes d'organisation, donc c'est vrai qu'il demande pas mal de préparation. Mais oui, on l'a fait jouer, je crois, deux fois au total. Et on avait retravaillé un peu là-dessus. Et donc, comment le jeu de rôle, des différences avec la différence quand t'as commencé à écrire ton premier jeu de rôle par rapport à avoir écrit des scénarios ou un GN, tu t'es d'abord, intéressé, les mécaniques ont pris beaucoup plus d'importance que quand on écrit juste des scénarios ou des contextes. Ouais, oui, tout à fait. En fait, et puis c'était aussi des moments où je commençais à écrire des jeux, où je me posais beaucoup de questions sur comment analyser le jeu de rôle. J'étais beaucoup influencé par le travail de quelqu'un qui s'appelle Romaric Briand, qui tient un podcast de la Cellule, qui fait beaucoup de réflexions sur la théorie du jeu. Et du coup, donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question de mécanique, et un peu comme on le disait tout à l'heure, moi je voulais vraiment... dans mes jeux, j'essaye de travailler les choses de manière à ce que les mécaniques collent au plus près possible à la proposition que je veux porter. Un peu dans un travail d'épure, c'est-à-dire je veux pas avoir des choses qui sont superflues, il faut qu'il y ait de la matière, ça c'est clair. Mais typiquement, je crois que dans aucun de mes jeux il y a de système de combat, par exemple, parce que ça m'intéresse pas vraiment, et je préfère raconter d'autres histoires que des histoires de combat, même si on peut en parler un petit peu. Donc voilà, donc vraiment essayer de à chaque fois trouver des mécaniques originales pour porter la proposition que je souhaite amener, et pas, tu vois, ce que je voulais surtout pas, c'est recopier des mécaniques existantes, parce que là je sais que ça va pas fonctionner et qu'on va être dans un truc un peu brinque-ballant au final, quoi. Ouais, je comprends. Oui, c'est-à-dire pas faire plaquer en fait une mécanique sur un contexte ou un thème ou un univers juste un peu de façon un peu arbitraire, mais vraiment essayer que ça se soit imbriqué l'un avec l'autre. Tout à fait. J'ai compris aussi dans ton travail, en fait, il y avait quelque chose sur lequel tu insistais, dans les interviews que j'ai pu écouter en préparant. Tu disais que finalement, dans les jeux peut-être plus indépendants, il y a une forte... le jeu est vraiment vu plus comme une discussion. Vraiment, il y a vraiment une idée de discussion entre les joueuses pendant la partie. Et ce que tu expliquais, c'est que c'est pas toujours si facile que ça pour toutes les joueuses de prendre la parole au même titre. Et que soit c'était un aspect que tu travaillais beaucoup, le partage de la parole. Et comment s'assurer que le système de jeu permette à toutes de s'exprimer de la même façon, en tout cas peut-être pas de façon égalitaire, mais au moins assez équitable. Comment t'as intégré ça dans ton travail et comment mécaniquement t'as répondu à ça? Alors du coup, juste pour préciser, moi je pense que tous les jeux de rôle sont des discussions, qu'ils soient indépendants ou pas. Et après, dans ces discussions-là, il y a plein de manières de gérer la discussion et la manière dont la parole se répartit, en effet. Et jeux de rôle indépendants adressent pas mal ce sujet. Mais moi, j'ai vraiment fait le cœur de mon travail. Et donc, si je prends un petit peu, je vais faire rapidement, mais tu vois, sur les jeux sur lesquels j'ai bossé, donc mon tout premier jeu, l'Altération, c'était un jeu à 2,
Et du coup, on va parler puis se répondre. Il y a vraiment ce jeu d'espèce de ping-pong où quelqu'un introduit quelque chose et puis on va utiliser cet objet, répondre sur cet objet. Donc là, la répartition de la parole se fait de manière assez naturelle. C'est vraiment un échange à 2 personnes. J'ai aussi fait un jeu qui est un dérivé de Pour la Reine, où là, c'est des cartes qu'on tire à tour de rôle. Donc là, la répartition de la parole se fait par les cartes qu'on tire. Ce jeu, c'est Petit Dieu, c'est ça ? Exactement, c'est Petit Dieu, tout à fait. Donc le système de Pour la Reine, alors en général, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, hein, mais c'est le jeu qu'a fait Alex Roberts, où on n'a pas de préparation, pas de meneuse, rien. Et en fait, on tire des cartes, on répond aux questions, avec la possibilité de faire passer la carte si on ne souhaite pas y répondre. Tout à fait. Et du coup, dans Vagabonder dans les étoiles, mon précédent jeu, il y avait un système de tours, où dans le tour était codifiée la manière dont les gens pouvaient prendre la parole, avec des phrases rituelles qui permettaient de se passer la parole. Et dans le tout dernier que j'ai écrit, là, donc la Grive Noire, en fait, au centre de la table, on va placer un soleil de parole, donc il y a une espèce d'évolution du bâton de parole. Donc ce soleil, ça va être plein de branches entrecroisées, et on va venir soit les prendre à la main pour dire, voilà, là je parle maintenant, soit les toucher pour dire, voilà, je veux faire une petite incise pour rajouter quelque chose. Et donc ça va créer une espèce de danse des mains autour du soleil de parole, parce que on hésite, on sait pas trop si on veut parler maintenant, et puis en fait peut-être, et puis en fait quelqu'un prend le bâton avant nous, et puis on le prend après, etc. Et ça permet vraiment de matérialiser la manière dont la parole se répartit. Parce que oui, enfin, j'ai pas exactement dit pourquoi est-ce que je travaillais beaucoup sur ça et pourquoi ça me tenait à cœur. Moi je suis une joueuse un peu timide, et je sais que il y a eu pas mal de parties que j'ai jouées, notamment beaucoup en jeu de rôle traditionnel où la répartition de la parole dépend du MJ, où en fait je voyais que ça se répartissait pas bien, et du coup on pouvait avoir quelqu'un qui attend une demi-heure avant de pouvoir dire quelque chose, juste parce que il y a des gens qui sont un peu plus grande gueule autour de la table et qui vont prendre le lead, se mettre à dire des trucs, ce qui est cool. Mais je pense que tout le monde autour de la table a des choses à dire, et pour moi c'est vraiment important que tout le monde ait la possibilité de le faire. C'est-à-dire on va pas forcer les gens à parler, mais c'est bien qu'on se dise, bon en fait je peux parler si j'ai envie, et ma parole elle aura de la valeur dans ce que je vais raconter aussi. Donc l'idée, c'était ça, c'était de aussi permettre à tout le monde de s'exprimer si les joueuses en ont envie, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est pas toujours, on n'a pas forcément toute envie de s'investir dans la parole avec la même intensité. Mais moi aussi, j'ai connu ces parties avec des personnes qui étaient très très à l'aise pour X et X raisons, hein, parce que beaucoup d'expérience, connaissant bien les autres joueurs et joueuses autour de la table, etc. Et où du coup, on prend du temps en fait à trouver sa propre place, et parfois on peut en ressortir avec un peu de frustration en fait de pas avoir pu s'exprimer pleinement. La matérialité, c'est quelque chose qui est aussi très important. Tu parlais de Vagabonder dans les étoiles, qui est ton jeu précédent, où les joueuses vont interpréter des hobos. Donc c'est des personnes vagabondes qui vivaient de petits boulots dans l'Amérique, en gros de la première moitié du 20e. Je pense qu'on peut dire ça à peu près, et qui souvent étaient assez nomades, suivaient les chemins de fer, et puis atterrissaient de ville en ville. Dans ce jeu, tu proposes un plateau en fait qui représente un peu comme les aventuriers du rail, un peu la carte des États-Unis, et qui va servir aussi aux joueuses pour jouer. Donc là aussi il y avait une recherche de matérialité. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi, je fais beaucoup de jeux de société, donc je pense que ça a dérivé un peu, la matérialité est un peu venue de là, et en même temps, je trouve c'était important pour moi d'avoir un élément de fixation, tu vois, alors dans le cadre de Vagabonder notamment, pour vraiment fixer les endroits où sont les gens, que ça soit clair, et qu'on puisse un peu se déplacer comme nos personnages se déplacent eux-mêmes. Après, juste sur ce point-là, moi, il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est que effectivement, il y a de la matérialité, mais tous ces jeux, donc que ça soit Vagabonder, mais la Grive Noire aussi, ils sont aussi jouables en ligne avec des boards et tout ça. Et ça, c'est important parce que je veux pas que la matérialité, tu vois, ça soit un obstacle à ce que les gens puissent acquérir le jeu et y jouer. Et donc à chaque fois, tous les éléments, typiquement les cartes, tout ça sont en téléchargement libre et tout ça.
pour on peut l'imprimer ou on peut la mettre sur un board pour jouer avec et tout ça. Donc il y a vraiment un truc assez important de mon côté pour que ça soit pas coinçant quoi cette histoire de matérialité. Dans Vagabond et dans les étoiles aussi, ce que je comprenais, c'est que les joueuses en fait ne sont pas ensemble dans leur voyage. Si j'ai bien compris, en fait elles peuvent être, enfin elles sont à des endroits différents, elles suivent des itinéraires différents et en fait elles se racontent ce qu'elles vivent. C'est ça l'idée. Exactement. Et en fait, je pense que ça, du coup, on va avoir assez peu de jeux théâtral, c'est-à-dire on va pas forcément incarner moi Milouche et toi Paul Gara si on joue par exemple deux personnes en face à face qui se parlent, mais plutôt comment notre personnage ressent les choses, ce qu'il pense, ce qu'il veut faire, ce qui lui arrive. Et ça vient beaucoup. Moi, j'ai été beaucoup meneuse de jeu en fait quand je faisais du jeu de rôle traditionnel. C'est un rôle qui me plaît beaucoup. Et en fait, c'est un rôle où tu fais ça, c'est-à-dire tu incarnes des personnages, mais en fait surtout tu passes aussi beaucoup de temps à décrire, à expliquer, machin. Et donc dans mes jeux, il y a pas mal ça, c'est-à-dire on va pas forcément incarner à la première personne. Enfin, dans Vagabonder, on incarne un personnage, mais on n'est pas en train de déclamer des trucs. On est plutôt dans un côté où on explique ce que notre personnage pense et ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et ça permet, j'essaye que ça permette de plus rentrer aussi dans la psyché du personnage, c'est-à-dire typiquement Simon Hobo en fait il va de Albuquerque à New York en prenant le train et que j'explique qu'il fait ça parce qu'il a envie de retrouver une femme qu'il a connue il y a longtemps et je vais donner vachement de clés aux autres joueuses pour comprendre pourquoi mon personnage fait telle ou telle chose et eux ça va leur permettre d'avoir des éléments pour ensuite interagir aussi avec mon personnage de façon détournée, en plaçant par exemple ce personnage d'ancien ami qu'on vient retrouver, en disant moi je la connais, puis en fait il lui arrivait ci, il lui arrivait ça, puis en fait elle est plus à New York, elle est partie ailleurs, etc. Ça permet de créer vachement de drama quoi autour de ça. Oui, donc c'est ce que tu dis, on va être moins dans le dialogue direct, mais on va être plus dans les descriptions et le fait qu'on utilise les descriptions des autres pour apporter sa petite pierre en fait à l'histoire de chacun et chacune. Exact. Et d'ailleurs, tu disais que les descriptions, pour toi, c'est vraiment quelque chose de très important, en fait, que c'est vraiment quelque chose que tu recherches. Et d'ailleurs, dans la Grive Noire, hein, on peut spoiler, on va en parler un peu plus après, mais il n'y a pas de PJ en tant que tel. On n'incarne pas des personnages. On va incarner en fait, plutôt justement si je comprends bien, plutôt les décors. C'est aussi des choses qu'on retrouve dans les jeux de Avery Alder ou bien dans les jeux de Melville, en fait, d'incarner à la fois des personnages et aussi les éléments de contexte, ce qu'on appelle les cadres. C'est aussi des personnes qui t'ont influencé, enfin qui t'ont donné aussi, qui ont participé à ta réflexion sur le sujet. Ouais, bien sûr. Alors Avery Alder, j'ai assez honte sur ma culture de rôliste, mais j'ai pas encore eu l'occasion de lire Dream Askew et Dream Apart. Mais c'est dans les jeux que je veux absolument lire. Et par contre, Melville est une énorme influence pour moi. Notamment tout le travail qu'elle a fait sur Bois dormant où effectivement comme tu le dis on incarne des éléments de décor, on incarne aussi des personnages dans Bois dormant mais il y a aussi ça et ouais enfin c'est quelqu'un qui a énormément émaillé mon parcours de joueuse. La plupart des très grands tournants que j'ai eu en vraiment en mode révélation, ça c'est vraiment important pour moi. C'était autour de jeux de Melville où je me suis dit mais waouh ça réinvente complètement ce que j'avais pensé. Et maintenant je veux jouer de telle façon quoi. Et pour moi c'est une influence majeure de mon travail. Et de façon générale, tu recherches plutôt des systèmes sans MJ au sens classique, justement pour permettre cette description commune et collaborative. Ouais, tout à fait. Tous mes jeux sont sans MJ. Bon, la Grive Noire, on peut presque dire que c'est un jeu tout MJ. On en parlera peut-être un petit peu après. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, déjà des jeux avec MJ, il y en a plein et il y a des gens qui savent bien mieux faire ça que moi. Et moi ce qui m'importe c'est le récit collectif quoi. Et vu comme je disais que j'aime beaucoup être MJ, j'ai un peu un truc où je me dis moi j'aime bien faire ça. Donc si je joue à mes jeux en tant que joueuse, j'ai un peu envie d'être MJ et que tout le monde le soit un petit peu quoi. Et donc par ce biais en jouant en faisant des jeux sans MJ, ça permet que y a une répartition vraiment forte des enjeux de cette façon. Ouais. Et sur l'utilisation en fait des résolutions, des systèmes de résolution,
des actions. Est-ce que tu trouves aussi que tu arrives à t'extirper des systèmes très classiques ou c'est difficile encore, tu arrives en fait à créer, comment on arrive en fait à inventer des nouveaux systèmes et sortir du jet de dés classique Bah alors pour le coup, donc il y a aucun jet de dés, dans aucun de mes jeux il y a des dés, et en fait souvent vu que je vais un peu chanter les choses, il y a pas forcément de système de résolution, tu vois, au sens où on l'entendrait dans un jeu de rôle classique, parce que vu qu'on construit un récit de manière collaborative, l'importance pas tant est-ce que notre personnage il va réussir ou il va échouer, il y a pas trop d'enjeu là-dessus. Il y a plutôt l'enjeu sur qu'est-ce que je vais raconter et comment je vais utiliser ce que les autres racontent pour m'en servir et comment on va construire quelque chose d'intéressant ensemble. Typiquement, dans tous les jeux dont on a parlé, il n'y a pas de moment où notre personnage échoue indépendamment de la volonté de la joueuse. C'est-à-dire, c'est pas la joueuse c'est pas une force extérieure comme le dé ou le hasard qui fait que la personne échoue. C'est plutôt la joueuse qui va se dire, là j'ai envie de mettre mon personnage dans la merde et donc je vais le faire. Et puis c'est aussi les autres joueuses qui vont amener des éléments qui vont être compliqués à gérer. Et donc, comment je fais pour utiliser ces éléments et construire une histoire commune. Dans Vagabondé, il y a un petit peu de hasard parce qu'on tire des objets d'un sac sur lesquels il y a des questions. Ouais. Mais en fait, c'est un hasard qui est particulier parce que l'idée, c'est plutôt, je tire un objet, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour raconter ce que j'avais envie de raconter avec cet objet-là. Donc, comment utiliser le hasard de la vie, quoi. Enfin, ce que j'ai à disposition à ce moment-là pour faire ce que je voulais, c'est-à-dire raconter mon histoire. Oui, finalement, la résolution, c'est plus le fait que ce que tu vas dire va être repris parce qu'on sait que quand on est dans des constructions collaboratives, on va pas forcément s'emparer de tout ce que disent les autres. On va rebondir sur des choses plus ou moins en fonction de ce qui nous parle le plus et peut-être des idées que l'on a. En fait, c'est une sorte de validation implicite. Je dis pas qu'il y a une invalidation du reste, mais c'est plutôt ça qui est le système de résolution. C'est finalement le fait que les autres joueuses vont rebondir sur un élément ou non de ce qu'on a pu proposer. Ouais, tout à fait. Et puis en fait, et ça n'empêche pas que ce qu'on a dit et qui n'a pas forcément été utilisé reste valide et reste vrai dans la fiction. Mais ouais, c'est plutôt des systèmes où l'idée c'est qu'on va codifier vachement la manière dont on... En fait, ouais, voilà. Sur le système de résolution, c'est plutôt on va codifier la manière dont on parle. Et le fait de codifier la manière dont on parle va permettre de fixer les éléments dans quelque chose de véridique et d'éviter effectivement qu'on ait des divergences sur la narration. Parce qu'en fait, vu que c'est codifié et qu'on suit un ensemble de règles sur comment est-ce qu'on interagit, comment est-ce qu'on construit le récit, en fait, on peut difficilement diverger du fait de la présence de ces règles. Tu le disais tout à l'heure, dans La Grive Noire, moi je disais c'était un jeu sans joueuse, et toi tu disais c'est plutôt même un jeu où on est avec que des MJ pour le présenter, puisque c'est un jeu qui va se passer dans un paysage rural, que tu expliques être assez aussi influencé visuellement, je le comprends, par un livre de Giono qui s'appelle Un roi sans divertissement, que je ne connaissais pas du tout, et du coup je suis allée lire la fiche Wikipédia et j'ai trouvé le pitch assez particulier en fait. Voilà, ça m'a assez marqué, j'avoue, la lecture du résumé et de l'analyse du roman. Donc ça se passe dans un paysage rural et donc les joueuses vont incarner toutes ces paysages, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, donc c'est effectivement un jeu sans personnage. Donc on va incarner des éléments du contexte rural. Donc ça peut être par exemple la forêt sombre et profonde, les animaux domestiques, donc ça ok. Et ça peut aussi être des éléments sociaux. Ça peut être par exemple la peur des habitants ou leurs croyances. Et donc il y a une joueuse qui va prendre, voilà, moi je joue la peur des habitants, moi je joue la forêt, etc. Et donc tous ces cadres-là vont interagir dans le cadre du jeu pour raconter une tranche d'histoire qui se passe dans ce contexte rural, et effectivement pas mal influencé par Giono, par le travail de Comès aussi, donc un BDiste des années 70. Et c'était aussi l'idée de reprendre un peu comme des récits qu'on se racontait, enfin tu vois, un peu à la veillée, de façon un peu cette idée de transmission orale, finalement de folklore ou de légende commune. Ouais, il y a cette idée, c'est-à-dire que dans le jeu, on va pas raconter une aventure épique où il y a des dragons qui apparaissent et puis on les tue et on gagne un trésor. Non, on va plutôt parler
de petites choses, qui peuvent parfois être tragiques ou pas, mais on va par exemple raconter l'histoire d'une personne qui se promène dans la forêt, trouve tel objet, et puis en fait un autre cadre va dire que tel objet il vient de tel endroit, et puis on va expliquer que il a été perdu par une autre personne, etc. Donc on va plutôt être sur des histoires assez simples, assez simples, qui peuvent être complexes, mais je veux dire qui vont pas être épiques, mais qui vont plutôt être vraiment en incarnation de cet environnement. Typiquement, j'ai joué des parties où on se retrouvait à raconter comment une montagne était tombée dans un lac, quoi, et les conséquences que ça avait pu avoir, ou comment un village autrefois prospère s'est petit à petit vidé de ses habitants parce que la guerre est venue à emporter une partie des habitants, puis au fur et à mesure les gens s'en vont, etc. Et donc il y a vraiment un jeu, on raconte un peu la vie des petites gens, j'aime pas trop ce terme mais je pense qu'il est assez explicite, on raconte un peu la vie des petites gens et d'un petit lieu. On peut aussi parler des animaux qui y sont, etc. Ça va vraiment être impressionniste, c'est-à-dire qu'on va faire des touches, quoi. On va dire et le système de jeu fonctionne là-dessus, c'est-à-dire que quelqu'un parle et la personne d'après va rebondir sur ce qui a été dit. Donc soit en utilisant un élément qui a été introduit avant, soit en élargissant autour de ce qui vient d'être décrit. Donc par exemple, je sais pas, moi je joue la forêt sombre et je vais dire autour de l'arbre se balance une chaîne rouillée. J'en sais rien, toi tu vas jouer la peur des habitants et tu vas dire cette chaîne tient prisonnière une personne qu'on a placée là parce que les habitants en ont peur. Et après les autres joueuses vont rebondir en utilisant les éléments que tu vois on a commencé à introduire. Peut-être qu'on va savoir pourquoi cette personne elle a été placée là vraiment. Peut-être qu'on va savoir comment elle s'est enfuie. Peut-être pas. Peut-être qu'il y aura des parts vraiment de mystère un peu dans ce qu'on a raconté, tu vois. Mais c'est un peu ce genre d'histoire qu'on raconte. Ouais. Et du coup, dans ce genre de jeu, souvent, l'enjeu final est moins clair que dans le jeu de rôle traditionnel. Comment en fait comment les joueuses savent qu'elles sont à la fin de la partie, c'est quand elles estiment qu'elles ont fait le tour, parce que ça c'est pour le coup, pour avoir discuté avec beaucoup de gens qui sont rôlistes plus traditionnels, souvent c'est une question qui revient quand on fait des jeux plus indés. Ils me disent mais qu'est-ce que c'est le but en fait? Enfin tu vois, parce qu'on a souvent l'esprit un petit peu. Moi je dis en fait la partie s'arrête souvent quand on en a envie. Si en fait on a plus envie de jouer, on peut s'arrêter. C'est souvent difficile d'expliquer quelque chose qui est du domaine du pur ressenti en fait. Ouais. Alors du coup dans la griffe c'est un petit peu différent parce que donc c'est un jeu en scène, donc on va enchaîner des scènes. Les unes après les autres. Donc effectivement les scènes on les arrête quand on sent qu'on a raconté ce qu'on avait à dire. Et puis au bout d'un moment on a fini les scènes qu'on s'était fixées. Donc en gros on en joue à peu près 5-6 dans une partie. Et donc là on arrive à un moment très particulier qui s'appelle le glas, qui est en gros un énorme changement qui va arriver dans l'environnement. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être il y a une route qui arrive dans l'environnement, il y a des meurtres inexplicables qui se produisent d'un coup, il y a la neige qui vient s'abattre sur l'endroit où on est, etc. Et donc ce truc-là va amener une toute dernière scène où on va jouer comment nos cadres sont transformés, transfigurés, parfois même détruits par ce qui vient d'arriver par le glas. Et en fait, du coup, tu vois, ça marque vraiment la fin du jeu. Et donc, il y a cet aspect que tu dis, de ressenti sur la fin des choses, se produit plutôt sur les scènes. Donc, ça se ressent assez facilement quand on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait raconter dans une scène. Mais le jeu a un déroulé qui est quand même assez clair. C'est-à-dire, quand on est arrivé au bout des perles, donc il y a un objet qui s'appelle le chapelet des scènes, qui permet de marquer les scènes qui passent les unes après les autres. Et quand on en est arrivé au bout, hop, on coupe le chapelet des scènes, toutes les perles tombent sur la table. Ça veut dire que le glas est arrivé et c'est parti pour la dernière scène. D'accord. Ouais, donc il y a quand même quelque chose vu comme tu me le racontes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une articulation vraiment proche du théâtre, peut-être l'aspect dialogue en moins, mais comme si on avait tous les actes avec tu sais les descriptions
le décor, et après c'est d'ailleurs, enfin au théâtre c'est laissé assez libre au metteur en scène sur ce qu'il veut en faire finalement. Il y a que le dialogue par lequel il est vraiment énormément tenu, et j'ai l'impression que là c'est justement ça, tu laisses presque ce qui est le plus là ce dont on peut le plus s'emparer finalement, et qu'il y a quand même le côté du dernier acte qui voilà, qui est un peu en apothéose. Exactement, ouais, tout à fait. Et ça permet aussi de jouer une scène différente et d'introduire oui, alors apothéose est un bon terme, mais tu vois, d'introduire une forme de temporalité, enfin, c'est pas exactement ça, mais il y a un peu ce truc-là de, qu'est-ce qui arrive si tout ce qu'on a raconté, ça amène à être modifié, quoi. Comment tout ce qu'on a introduit se fait un peu balayer ou au contraire est sublimé par le glas. L'idée en fait du jeu, de fait de partir, enfin dès l'origine, tu savais qu'il n'y aurait pas de personnage joueur, ou c'était déjà une idée que tu avais intuitivement, ou bien c'est quelque chose qui est venu en cours d'écriture? Alors c'est venu un peu en cours d'écriture, mais en fait c'est arrivé quand même assez vite parce que du coup j'ai commencé à travailler sur ce jeu il y a un peu plus d'un an, donc en décembre 2022, et je voulais travailler sur le folklore, les mythes, tu vois, mais j'avais déjà cette idée de pas faire des trucs hyper épiques. Et en fait très rapidement je me suis dit, mais pour pas faire des trucs hyper épiques, il faut qu'on ait pas de personnage. Ouais. Parce que du coup, comme ça, on incarne vraiment l'environnement. Et c'est sur ça qu'on se concentre. Sur le à côté un peu des grandes histoires. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait pour décrire un truc? Et en décembre, j'avais déjà un peu l'idée de me dire, ce que je veux arriver à faire, c'est décrire comment moi je voyais quand j'étais enfant la brume se lever au-dessus de la forêt et quelle sensation ça faisait pour moi. Et voilà. Et juste un jeu, on peut faire ça. C'était un peu ce que je voulais. Et du coup, tu vois, c'est difficile de faire ça avec juste des personnages. Et donc est venue rapidement l'idée de, on incarne l'environnement à fond la caisse, c'est-à-dire on est des éléments de l'environnement, quoi. Ouais, puis je pense que quand il y a des personnages, naturellement, on a tendance à vouloir leur faire vivre des péripéties souvent plus héroïques. Enfin, on rajoute enfin souvent inconsciemment ou pas, on a tendance à vouloir vivre des choses un peu hors du commun, et de fait c'est pas forcément enfin on sort peut-être un peu de l'idée de départ en fait que tu avais aussi sur le jeu, qui était de vivre, enfin de pouvoir exprimer des choses aussi qui sont plus du domaine de la vie ordinaire en fait, ce qui est toujours plus dur à incarner en fait. Tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Et effectivement, c'est des choses dont on a peu l'habitude. Après, du coup, j'ai fait pas mal de travail d'exemplification dans le jeu. Il y a beaucoup de choses, il y a pas mal d'exemples de scènes, il y a beaucoup d'éléments où je vais donner des exemples de cadres aussi, des exemples de comment on joue, comment on rebondit, etc. Et effectivement, pour donner du grain à moudre aux gens. Et en même temps, tu vois, je trouve ça intéressant qu'on ait parfois plus de facilité à se dire, je vais imaginer une histoire où une troupe d'aventurières va casser la gueule à un dragon, plutôt que de dire, je vais imaginer qu'est-ce qui se passe dans la forêt à côté de chez moi, tu vois. Alors que, a priori, des dragons, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup. Des forêts, un petit peu plus. Et bon, c'est vrai, j'avais pas trop pensé à ça. Mais il y a un peu ce truc-là de, il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut utiliser dans le jeu qui sont juste, comment est-ce qu'on observe les choses, tu vois, et se dire, en fait, tiens, il y a pas très longtemps, je me suis promené dans la forêt, j'ai vu un arbre, il y avait des morceaux de tissu dessus, j'ai pas trop compris pourquoi. Je vais réutiliser ça dans le jeu, c'est intéressant, et je vais peut-être raconter pourquoi est-ce que ces morceaux de tissu sont là, tu vois. Et moi déjà, je trouve ça ouf, genre. Tu te promènes quelque part, tu vois un truc et tu te dis mais en fait pourquoi c'est là, et qu'est-ce que je pourrais raconter autour, et qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un d'autre. Je me demandais en t'écoutant, parce que je me disais, est-ce que t'as déjà essayé de faire jouer le jeu à des enfants ou pas du tout? Alors non, j'ai pas essayé de faire jouer le jeu à des enfants. Il a un côté assez sombre quand même, donc je pense qu'il peut être jouable avec des enfants en peut-être édulcorant un petit peu ce côté. Mais oui, je pense qu'il est jouable. Par contre, je l'ai fait jouer à des gens qui n'avaient aucune expérience du jeu de rôle, vraiment 000. Et c'était assez intéressant, ça marchait plutôt pas mal. Notamment, je l'ai fait jouer à ma belle-mère qui est conteuse, et donc qui avait plutôt cette expérience du conte, et ça rendait des choses intéressantes.
Ouais, parce qu'en fait, je me disais des enfants parce que les enfants, assez naturellement, quand t'es avec eux, ils inventent très facilement. Enfin, ils ont cette capacité à déjà à s'interroger souvent plus que nous. Enfin, plus que quand on est adulte où il y a plein de choses sur lesquelles on passe et souvent ils inventent aussi. Si ils ont pas d'explication, ils vont inventer. Et je me disais que ça pourrait être assez intéressant, tu vois, en enlevant peut-être l'aspect un peu sombre, en gardant quelque chose de peut-être plus plus light, enfin dans l'univers. Je pense que ça pourrait être assez intéressant de voir ce qu'il en ressortirait, quoi. Et puis parce qu'en fait les enfants ils sont très à l'aise quand il y a pas de système, ils ont pas besoin de système très complexe, enfin tu vois, avec des jets de dés, des portées, des trucs comme ça, enfin des lignes de vue et tout. Au contraire, ils sont plus à l'aise dans des systèmes très qui favorisent la narration. Non, mais tout à fait. Pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion. Enfin, c'est plutôt une occasion manquée, mais je suis d'accord que le jeu pourrait fonctionner assez bien, je pense, avec des enfants. Et même, tu vois, je sais que j'ai fait jouer il y a quelques années aux Utopiales, donc à Nantes. Donc Petit Dieu, qui est un jeu où des dieux vont disparaître et qu'on y a joué avec des enfants, qui est pas un thème hyper évident non plus. Et en fait, j'ai été assez étonné de la manière dont les enfants sont capables en fait aussi de comprendre des choses qui sont pas forcément joyeuses, tu vois. Enfin, évidemment, il faut toujours adapter, que ça reste pertinent par rapport à ce que les enfants peuvent entendre. Ça, c'est évident. Mais tu vois, on a joué du coup des petits dieux qui disparaissaient et les enfants comprenaient très très bien l'enjeu qu'on était en train de mettre en œuvre et sortaient des fictions assez impressionnantes. Enfin, moi je les trouvais assez impressionnantes. Donc effectivement, je pense que sur la Grive, ça pourrait tout à fait se faire et c'est des choses qui leur parlent. Tu vois, y a un peu d'inspiration. Alors il y a beaucoup d'inspiration de Giono, mais tu vois l'homme qui plantait des arbres, qui a un livre qui a aussi été un peu une inspi du jeu et un bouquin qu'on lit aux enfants et ça parle quand même d'une forêt qui se fait détruire puis reconstruire. Et ça, c'est tout à fait un récit qu'on peut raconter avec la Grive. Donc la Grive Noire est en financement participatif. Comment t'as été, comment dire, c'est une première pour toi le financement participatif? Ouais, tout à fait. J'avais jamais fait ça avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je cherchais un moyen de financer le jeu parce que donc on a travaillé avec Nigel, qui est une illustratrice, sur le bouquin et je voulais qu'il ait quand même un peu de gueule. Et donc bon il fallait quand même un apport quoi. Et j'en ai discuté du coup avec Com Martin, donc qui est un autre auteur de jeux de rôle français, et qui m'a dit franchement tente la Zine Quest, ça peut être intéressant. Lui il a fait beaucoup, il y reparticipe encore cette année. Et donc il m'a proposé de traduire le jeu. Donc en fait le jeu sera dispo en français et en anglais. D'ailleurs c'est pour ça si vous le cherchez sous le nom La Grive Noire, vous allez sûrement tomber sur la page qui s'appelle The Black Wren, qui est en gros la version anglophone du titre. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé au financement participatif, mais effectivement c'est une première pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est assez intéressant comme process aussi à réaliser. Et donc j'ai compris aussi que il y aura une version physique du jeu. Ouais, en fait il sera disponible de 3 manières différentes. Donc il y aura évidemment une version PDF, qui est le jeu complet en PDF. Il y aura une version imprimée, donc c'est un format A5 paysage. Donc qui fera la version imprimée une 60aine de pages. Et puis il y a aussi une version où donc il y a le livre imprimé et puis je fabriquerai donc les objets dont on a un petit peu parlé auparavant, là le soleil de parole et le chapelet des scènes. Donc on pourra aussi commander cette version là avec entre guillemets la totale quoi. Mais juste le PDF suffit très bien pour jouer au jeu et dedans il y a des instructions pour vous-même fabriquer votre soleil de parole et votre chapelet des scènes. Et pour un peu avoir vos propres objets de jeu quoi. Ouais, s'approprier complètement le jeu, y compris dans sa partie un aspect matériel que toi t'avais pensé et que t'as pensé dès l'origine dans le jeu quoi. Ouais, tout à fait. C'est du 1er au 15 février, c'est ça le financement ? Exactement. Le financement c'est en ce premier, fini le 15. Je voulais que ce soit une durée assez courte parce que c'est quand même assez intense à faire. Et tu as d'autres projets ? J'imagine que tu as déjà d'autres idées de jeux sur lesquelles tu commences à travailler ou tu avances ? Alors, il se trouve que là j'en suis un peu rendu au stade où du coup j'ai des jeux, tu vois, comme la Griffe qui passent par des phases de relecture, de traduction, etc. Où moi je peux pas intervenir directement dedans et où je me retrouve à avoir du temps libre. Donc j'écris d'autres jeux en parallèle. Donc il y a un jeu qui est en playtest actuellement qui s'appelle LC Évaporé, qui est un jeu autour de la rupture.
on essaye de raconter une histoire de rupture de manière un peu détournée. Et puis j'ai un autre jeu sur lequel je travaille beaucoup, qui est un jeu où on va incarner des gens qui ont des relations très fortes entre eux au sein d'une espèce de famille, quoi. Le patriarche de cette famille meurt, donc toutes nos relations vont un peu exploser en même temps, mais on est limité en temps de parole. On peut pas parler beaucoup, et donc comment est-ce qu'on fait pour exprimer tout ce qu'on a besoin de dire en ne pouvant prendre la parole que 2 ou 3 fois au cours de la partie. Donc là, encore une réflexion sur comment distribuer la parole et finalement... ouais. Exactement, ouais. Bah écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter ? Non, je suis très contente de sortir ce jeu-là et j'aimerais, si tu me permets, saluer vraiment le travail des gens qui m'ont accompagné dans le jeu. Donc il y a eu Nigel pour les illustrations, on a parlé de Com aussi, qui a fait la traduction et qui m'a un peu explicité les arcanes du financement. Et puis évidemment Marc donc sur le label des Veillées Oniriques, et Eugénie qui a beaucoup travaillé sur la relecture et qui a fait un travail assez incroyable d'accompagnement textuel, quoi, qui m'a donné pas mal d'idées, de reformulations et tout. Et ça c'était la première fois que je bossais comme ça. Et c'était hyper intéressant, et j'ai pas mal, je parle juste de ça pour dire que quand on crée un jeu, on a pas mal l'image il y a une autrice ou un auteur, mais en fait on est toujours un peu plusieurs, quoi. On travaille jamais vraiment seul, et c'est important, je pense, de savoir discuter avec des gens pour avancer, et vraiment ça finit toujours par être une forme collective un petit peu de création. Et oui, puis il y a une forme de solidarité aussi, j'ai l'impression, dans la communauté d'auteurs et autrices de jeux de rôle indé, que j'ai l'impression, le voyant de l'extérieur, ressentir quand même une solidarité dans le travail, en fait, et de favoriser que tout le monde puisse sortir ses jeux comme il en a envie, dans les meilleures conditions. Oui, tout à fait. Enfin là, on est pas mal, notamment à être regroupés au sein d'un collectif qui s'appelle le Rayon Alternatif, qui propose des jeux aussi, tu vois, en convention. Donc on tient un stand collectivement, et ça permet vachement de promouvoir ensemble les jeux de tout le monde, quoi. Et je pense que ça rejoint effectivement les aspects collectifs et solidaires que tu citais auparavant. Et pour moi, c'est fondamental parce que seul on n'avance pas très loin, quoi. Et à plusieurs, on avance plus loin. Eh ben écoute Milou, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de cette discussion pour présenter ton travail, tes jeux, et notamment la Grive Noire qui en financement participatif au moment où on diffuse cette émission. Donc allez regarder la page, et n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir des jeux de rôle différents qui apportent d'autres choses. Et je te remercie encore beaucoup, et puis on remercie tous les auditeurs et auditrices qui écoutent le podcast. Salut! Merci, salut!